Donc, voilà, on voulait se présenter. Donc, Charles et Marie, j'ai 38 ans, je suis infirmière de formation et je gère la SARL de famille, donc qui a en gestion le château de Boisbriand sur Nantes. Et Charles, qui a 41 ans, travaille pour le Conseil régional des Pays de la Loire. Donc, Boisbriand, c'est une propriété qu'on a rachetée en 2017, fin 2017. C'est vraiment un projet de famille dans la continuité d'un projet familial. Un projet de territoire pour s'inscrire localement et un projet entrepreneurial. Donc, la propriété se trouve dans Nantes. On est à l'est dans Nantes, mais toujours bien dans Nantes. La propriété se décline en trois grands bâtiments. Donc, le bâtiment des communs, c'est une grande longère. On a le manoir principal, une orangerie, et puis une deuxième longère qu'on appelle la maison des jardiniers, avec des espaces de jardin et une piscine. Alors, donc la petite particularité, c'est que nous, on est vraiment en pleine zone industrielle. Donc, ça peut avoir des avantages, ça a aussi quelques inconvénients. Donc, quand on a racheté la propriété en 2017, on avait 14 appartements, 2 entrepôts, un petit atelier et une grande orangerie pour faire de l'événementiel. Rapidement, on s'est rendu compte qu'en fait, tout ce modèle qui était basé sur de l'hôtellerie était très chronophage et pas forcément évident en zone industrielle, avec des clients, notamment de l'étranger, qui pouvaient être un petit peu mécontents à l'arrivée, en fait, de par le lieu. Au niveau économique, ça nous demandait quand même d'avoir un certain nombre de salariés pour tout ce qui allait être ménage, pour ce qui allait être toute la gestion, en fait. Très chronophage, et voilà, au niveau du lieu, c'était un petit peu compliqué. Pour l'événementiel, pareil. L'orangerie, en fait, comme on avait des locations sur place, on pouvait pas faire des soirées très tardives, donc on perdait une partie de notre clientèle comme ça. Et voilà, donc on s'est retrouvé en fait début 2018 avec aussi des appartements qui se vidaient un petit peu au fur et à mesure. Des appartements qui n'étaient plus du tout au goût du jour, et on a dû essayer de trouver une solution pour les remplir et pour réadapter vraiment le modèle à notre vie familiale et puis à notre propriété. Attends. Attends, juste. Voilà, c'est ça. Donc, les valeurs que nous souhaitons mettre en avant, c'était l'authenticité. C'est un lieu qui est vraiment qui se démarque par rapport aux offres existantes d'espaces de bureau. C'était un lieu qui est quand même assez prestigieux, exclusif, où on a fait le choix, où les personnes font le choix de venir installer leur entreprise parce que ça dénote au niveau esthétique et les gens font en sorte de recevoir leurs clients, ça augmente leur chiffre d'affaires. Je m'y perds un peu. C'est un lieu vraiment où on est tourné vers le bien-être et la qualité de vie au travail. Un lieu où on se sent bien, un havre de paix. Où les gens viennent pour avoir vraiment un life balance avec tous les éléments nécessaires pour avoir une vie professionnelle équilibrée. C'est un lieu qui est surprenant, inattendu et insolite. Et c'est un lieu où les talents se révèlent avec, on est à même d'attirer des profils talentueux, de les fidéliser. Et pour les gens qui travaillent ici, le lieu les inspire. Après, c'est vrai que nous, on a... moi, j'ai grandi sur cette propriété et quand on l'a rachetée, donc en 2017, à mes frères et sœurs et à ma famille, on avait vraiment besoin de trouver un modèle économique qui, lui, on le savait, n'était pas soutenable, étant donné à la fois les offres de Airbnb Booking qui entraient en collision directement avec ce que l'on proposait, et des offres, une offre événementielle qui, là aussi, n'était pas compatible avec le fait qu'on habite sur place, le fait qu'on ait des appartements. Donc, avoir différents produits au même endroit, on se rendait compte que, en fait, l'un d'entre eux pouvait cannibaliser les autres. Et donc, il a fallu faire le choix. Et le choix aussi de partir sur... et c'était vraiment un constat, on s'est rendu compte... Sur le bureau. Ouais. En fait, aussi, ça je peux le dire, mais en parallèle, on habitait en Angleterre pendant les 8 dernières années. On s'est rendu compte de l'évolution
de l'espace de travail et des pratiques professionnelles, que les gens étaient en fait en attente d'espaces soit insolites, soit autrement d'espaces partagés, mais que le partage ait du sens et qu'ils viennent là parce qu'ils vont y croiser des gens soit comme eux, soit des gens qui vont leur permettre d'obtenir d'autres résultats dans le contexte professionnel. Et donc, on se disait que cette plus grosse faiblesse qui était la nôtre, qui était d'être dans une zone industrielle, un endroit vraiment ingrat, on ne va pas se le cacher, d'avoir ces 2 hectares au milieu de cette zone-là, mais en fin de compte d'être encore dans Nantes et d'avoir de multiples petites unités qui jusqu'à présent étaient utilisées soit pour faire du logement, soit pour faire de l'événement, pouvaient être transformées. Donc on a eu un appartement qui s'est libéré, qui était vraiment plus en état d'être loué, et c'est là où on a commencé à envisager des travaux et à cloisonner un petit peu ce grand appartement. On a décidé de faire 3 bureaux à l'intérieur. On a mis tout simplement des petites annonces sur le Bon Coin pour voir s'il y avait un marché, et en fait on a eu énormément de demandes. Donc du coup on a vraiment engagé des travaux. On a loué ces 3 premiers petits bureaux à la place de l'appartement, et vu la demande, on s'est vraiment lancé sur une grande phase de travaux, et on a terminé la rénovation de la longère des communs. Les communs étaient vraiment, on avait toute une partie des communs qui était vraiment totalement dans son jus. Il n'y avait vraiment pas de fenêtre, pas de porte, rien du tout. Terre battue au sol, il y avait tout ça. Voilà, donc on a vraiment lancé cette vague de travaux, et maintenant on n'a plus que 8 appartements et on a 20 bureaux. Et donc c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. C'est donc toujours la SARL de famille qui exploite tous ces bureaux. On a largement augmenté notre chiffre d'affaires. J'ai plus d'employés, c'est-à-dire que j'ai plus de besoin d'avoir vraiment des femmes de ménage, des gens pour faire l'accueil, vraiment pas mal de RH. On travaille qu'avec des prestataires externes. Et puis on a encore de l'espace on pourrait envisager encore des phases de travaux. Donc voilà, ce qu'on propose, c'est vraiment des espaces de travail qui sont finalement indépendants, où chacun a 30 mètres carrés, 40 mètres carrés pour sa petite entreprise. On a failli faire vraiment du coworking, mais on a essayé de se concentrer sur un seul produit, et la grande orangerie qu'on pensait mettre en espace de coworking, finalement, on l'a louée à une seule entreprise qui est là à l'année et qui demande beaucoup moins finalement d'investissement de notre part. Donc voilà, ce qu'on propose, c'est vraiment des petites surfaces privatives pour des entrepreneurs qui sont, c'est facile d'accès. Après, ce qui est aussi important, c'est vraiment le focus en termes de marché. On avait souffert d'avoir simultanément 3-4 produits qui soient à la fois du logement meublé, de l'espace événementiel, du petit atelier, et on s'est dit non, on veut faire qu'un seul produit, mais un produit phare qui est le bureau 30 mètres carrés à 500 € par mois. Et on reste vraiment orienté dans l'idée d'avoir ce seul produit avec, et on le verra à mon avis par rapport aux autres présentations, une approche qui est radicalement différente, qui est de se dire on ne veut pas ajouter des services supplémentaires qui viendraient surcharger les charges qui seront après facturées aux différentes entreprises. Ça, pour nous, c'est clé. On pense qu'il y a plein d'autres gens qui font ça bien. Et quand je dis services supplémentaires, c'est des services qui pourraient accompagner les entreprises qui sont là, qui sont en local, autour de, de l'accélération, du marketing, il y a plein d'autres services qu'on aurait pu envisager. Et on a décidé de ne pas aller sur cette gamme-là parce que on veut pas se perdre, en fait, et rester sur notre cœur métier. Alors, au niveau de ce qu'on propose, pas de service, on n'a plus de salariés, on passe que par les prestataires. On a un tarif très abordable, donc vraiment la recette magique pour nous, c'est 30 mètres carrés, 500 €. On a des contrats très souples avec 3 mois de préavis, donc on ne fait pas des beaux commerciaux parce qu'on a des petites entreprises qui ne peuvent pas partir là-dessus. Sur la propriété, on a un très grand espace de convivialité où les gens se retrouvent pour prendre un café, faire des petites réunions informelles et se rencontrent tout simplement. La chose très importante, ça a été de faire installer une fibre optique professionnelle pour avoir un débit qui défie toute concurrence. On a également pour toute la partie état des lieux, rédaction des contrats et facturation, on a délégué ça à une entreprise, un prestataire d'un cabinet immobilier.
Voilà, et on ne perçoit pas du tout de subvention, ni par l'État, ni par les collectivités. Donc, c'est assez autonome. Il faut aussi noter que contrairement à la plupart des personnes qui sont là aujourd'hui, le bâtiment n'est pas classé ni inscrit. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément accès à ce type de manne financière qui serait à travers le soutien de l'État au titre des monuments historiques ou bien des collectivités type région, département ou la ville. Après, au niveau de la clientèle, on a une clientèle qui est hyper locale. Les gens viennent vraiment à pied ou à vélo et ils vivent vraiment à moins de 5 km de la propriété. Les résidents, ils sont vraiment là parce qu'ils recherchent un cadre exceptionnel dans la nature, un cadre privilégié et assez prestigieux pour recevoir leurs clients. Et au niveau de la variété des entreprises, on a vraiment des choses très différentes. On va avoir par exemple un gros cabinet de recrutement. On a un cabinet d'architectes d'intérieur. On a des producteurs de vidéos. Et on a une start-up qui travaille dans l'écologie, une société de communication et plein d'autres encore domaines différents. Alors, sur les points positifs, je pense que le choix qu'on a fait de ne pas partir sur le coworking, bon, on a fait ce choix-là parce qu'on voulait éviter la difficulté de commercialisation un peu perpétuelle et puis la gestion du coworking. Et puis, en fin de compte, ça nous a un peu sauvé la vie pendant cette dernière année de Covid, puisque le fait d'avoir des bureaux individuels fait qu'on est compatible avec, bien sûr, le fait de cette pandémie. Le modèle économique, aujourd'hui, il est davantage soutenable, même si on a encore beaucoup de frais, mais bien meilleur que ce qu'on avait précédemment sur du logement et le fait qu'on ait réduit nos charges de salariés, c'est avéré être positif. Le fait de louer des bureaux permet de refacturer des charges que l'on ne pouvait pas faire sur des logements, notamment des charges autour du foncier, taxes foncières, la TVA, et comme beaucoup des entreprises qui sont là malgré tout sont assujetties à la TVA, elles n'en souffrent pas trop. Et les entreprises, en fin de compte, sont habituées d'avoir des frais de type état des lieux ou des frais de contractualisation, choses qui sont parfois un petit peu plus difficiles à facturer pour des clients personnels. Le point le plus important pour nous, c'était que c'est notre lieu de vie. On habite à Boisbriand. On y est tous les jours, on y est tous les week-ends. Et ça nous a permis de respirer puisqu'on a mis en place des baux qui étaient quand même assez prescriptifs, qui interdisaient les présences des clients les week-ends. Et même l'utilisation de la piscine. Enfin voilà, on est fermé concrètement le week-end. Ouais. Enfin voilà, la propriété est fermée le week-end. Donc, on reprend un peu possession des lieux. On reprend notre souffle. Ça, c'était important parce qu'on voulait aussi profiter du lieu. Et puis, bon, voilà, quand on met pas de trêve hivernale, qu'est-ce qu'on sous-entend? C'est que si on a un mauvais payeur, les baux que l'on signe avec les entreprises sont beaucoup plus simples et beaucoup plus favorables, en fait, aux loueurs que aux personnes qui louent. Autour de la dynamique qui est là aussi, elle est beaucoup plus favorable. On trouve plus intéressante d'avoir 20-25 boîtes qui sont là à la journée. Alors, c'est vrai que dans une journée, il y a entre 60 et 80 personnes qui passent à Boisbriand. Ça fourmille un peu de partout, mais c'est super agréable. Et on trouve que le fait que les gens viennent pour travailler, ils sont aussi assez exigeants dans la manière dont ils se comportent, plutôt que si c'était leur lieu de vie. Donc, ils sont un peu moins en terrain conquis, et puis voilà, on a une attitude plus professionnelle. Après, il y a quand même des points d'attention. Ce qu'on vous décrit, voilà, nous, on n'a pas beaucoup d'expérience. On n'a que 2 ans et demi, un peu sur ce modèle-là. Donc, on ne peut pas en tirer trop de généralité. Jusqu'à présent, on n'a vu que des points positifs. Mais quand même, on est attentif à ce modèle qui, on pense, deviendra assez concurrentiel. Parce qu'on faisait des gîtes meublés en 95 avec mes parents. Et puis, on a vu Airbnb débouler, quoi. Donc, voilà, nous, notre modèle, aujourd'hui, il fonctionne très bien, mais peut-être qu'il va devenir obsolète. Et la proposition de valeur que nous, on est capable d'apporter, elle est vraiment liée au lieu. C'est-à-dire que notre plus grosse difficulté, qui était le lieu dans lequel on était, est devenu notre plus grand avantage. Et donc, naturellement, ça ne fonctionne pas forcément pour tout le monde. Voilà.
on est prêt à répondre aux questions, ou bien je ne sais pas comment est-ce que vous voulez qu'on procède par la suite. Mais en tout cas, nous, on est encore en pleine recherche. Hein, c'est des apprentissages un peu quotidiens. On fait plein d'expérimentations sur le lieu. On pense, en tout cas, avoir peut-être trouvé quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. En tout cas, nous, ça nous réjouit. Ça nous donne la possibilité de garder le bien, de le maintenir, d'y travailler beaucoup moins, dans de meilleures conditions. Et on pense surtout qu'il y a énormément d'opportunités pour d'autres soit professionnels, soit professionnels, soit de monuments historiques, à travers des mécanismes soit de tiers-lieux, dont on va parler après, ou tout simplement d'une transformation un petit peu de l'activité. Merci de votre attention. Merci beaucoup à tous les deux. C'était très intéressant. Ce que je vous propose, c'est d'avancer sur les interventions et puis que chacun ensuite puisse poser ses questions aux différents intervenants selon ce qui intéresse chacun. Mais merci de nous montrer un peu un exemple d'utilisation alternative au château et aux monuments, parce qu'effectivement, voilà, c'est quelque chose d'assez différent et qui se connecte au tiers-lieu, donc on rentre progressivement dans le sujet. Et je vais laisser la parole à Stéphane Vatinel, parce que je pense que on s'était rencontrés à la Cité Fertile et en travaillant avec Signy-Oco, qu'on avait eu la joie de découvrir. Et votre discours sur les tiers-lieux et la découverte des tiers-lieux nous avait beaucoup intéressés, parce que justement en lien avec cette découverte de ce nouveau, de cette nouvelle manière de créer des activités, de créer du lien social, de consommer différemment, nous a vraiment séduit. Et donc, voilà, ça nous intéresse beaucoup d'avoir votre retour d'expérience sur ce que vous avez fait avec Signy-Oco, donc qui est cet opérateur de tiers-lieux culturels dans le Grand Paris, et avec aussi le campus des tiers-lieux. Voilà, donc je vous laisse présenter ce que vous faites avec Signy-Oco, et puis peut-être nous présenter aussi, sensibiliser notre réseau de propriétaires gestionnaires de monuments historiques, pour qui je pense que la notion de tiers-lieu n'est pas toujours évidente et comprise. Voilà. Donc merci d'être parmi nous, et Stéphane, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Et quand je dis ravi d'être avec vous, c'est pas une formule de politesse, hein, c'est quelque chose qui, moi, m'enthousiasme beaucoup, qu'aujourd'hui des personnes comme vous, propriétaires de fonciers aussi poétiques, et d'ailleurs j'aime beaucoup, merci j'ai pas retenu Marie-Guègue de Lalonde, je sais pas si c'est ça le nom, prénom, tout ça, en tout cas tous les deux là. Merci, parce que, alors j'adore, en fait, vous commencez à présenter le dossier en disant, voilà, on est alors on n'est pas au patrimoine, mais en tout cas on est un château situé dans une zone industrielle, ce qui pourrait être une contrainte, et qui en fait vous avez réussi à transformer en presque, voilà, non pas une contrainte, mais une opportunité de gestion d'un lieu exceptionnel. Aujourd'hui, tous ces lieux qui sont un peu exceptionnels, qui sont très évocateurs, qui sont très poétiques à leur manière, ont tous une destination qui était initiale, logique, qui au fil des années, des dizaines d'années, des demi-siècles ou des siècles, se sont vus détournés de leur destination initiale. Et je trouve qu'en 2021, aujourd'hui, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. Alors vous allez croire que je suis presque un peu trop optimiste, mais je trouve que l'année 2020 nous aura proposé des schémas de vie qui nous ont, pour beaucoup, proposé de penser autrement notre rapport au lieu, notre rapport au travail, notre rapport au territoire. Et vous avez des lieux d'exception. Et nous, par exemple, depuis une vingtaine d'années, moi je viens d'un univers très simple, hein, je viens du univers du ministère de la Culture,
Je crée il y a 30 ans, parce que j'ai aujourd'hui 55 ans, donc il y a 30 ans, j'avais 25 ans. J'adorais la musique, j'adorais le théâtre et les arts plastiques, et donc je créais des lieux où on allait voir des concerts, voir des expositions et des pièces de théâtre. Je ne vais pas vous faire le pitch sur les 30 dernières années. Il n'empêche que nous sommes passés de lieux qui avaient une destination très, très artistique et pluridisciplinaire. Et c'est marrant parce que là, pour le coup, je serais presque en contradiction avec ce que vous venez de dire sur le fait que vous vous êtes mis sur, pas une mono-activité, mais en tout cas sur une activité que vous avez identifiée comme étant la bonne sur votre lieu. Nous, au contraire, on a, il y a 30 ans, poussé à faire des lieux pluridisciplinaires de façon à ce que, vous savez, il y a un mot que j'ai appris il n'y a pas si longtemps qui s'appelle chronotopie. La chronotopie, c'est quand on superpose l'espace et le temps et de manière à, en permanence, créer sur un même lieu des activités complètement différentes, en fonction de si on est le matin, si on est le midi, si on est le soir, si on est le lundi, le mardi, le samedi ou le dimanche, ou si on est en hiver, en été, en printemps. Et on se rend compte que nous sommes tous amenés à avoir envie d'avoir des activités très très différentes suivant ce temps-là. Et donc, nous avons réussi à l'époque à créer des lieux qui fonctionnaient bien parce que finalement on s'était rendu compte, enfin excusez-moi, on n'est pas des lumières, on n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Il n'empêche qu'on se rendait bien compte que les gens étaient plus enclins à s'amuser en fin de semaine et peut-être étaient un peu plus studieux en début de semaine et que donc au sein de ce même lieu, c'était intéressant que nous mettions peut-être plus d'expositions, de théâtre, de lecture en début de semaine. On avait une population particulière et dès qu'arrivait la fin de semaine, on était plus sur la musique, sur l'entertainment si vous voulez. Et là, on avait tout à fait un autre univers de population. Les années ont passé, on pensait que vraiment c'était la panacée. Avoir un lieu pluridisciplinaire comme équipement culturel au sens artistique du terme, pour nous, c'était génial. Et puis finalement, et si vous me permettez, j'associerai ça un peu à une étude qui a été faite il n'y a pas si longtemps. On se rend compte qu'en France, par exemple, seuls 25% de la population pratique des lieux culturels au sens artistique du terme. Ça veut dire que 75% de la population ne va dans l'année jamais voir un concert, jamais voir une exposition, jamais voir une pièce de théâtre. Et avant d'avoir cette étude qui soit faite, nous nous étions rendus compte, pratiquement parce que nous avons été forcés. Un jour, on a vendu nos équipements artistiques et culturels parce qu'on en avait marre, on était fatigués. Moi, j'avais 40 ans, ça faisait 15 ans ou 16 ans que je faisais ça. C'était très chronophage, comme vous disiez, madame, tout à l'heure. Ça nous prenait énormément de temps. C'était 7 jours sur 7. C'était très tard le soir, le vendredi et le samedi. Bon, c'était plaisant quand on avait 25, 30, 35 ans, mais après, quelque part, ça nous plaisait un peu moins. Mais un jour, un monsieur est venu nous voir en nous disant « Je vais vous proposer de gérer un lieu pour moi au sein de Paris, au centre de Paris. Mais ce lieu, vous ne pourrez pas y organiser de concerts, vous ne pourrez pas y faire de pièces de théâtre, vous ne pourrez pas y faire d'exposition non plus. » Et là, on a été extrêmement démunis parce qu'on a dit, en fait, c'est juste le seul métier que nous avons appris pendant les 15 dernières années. Et il nous a dit, vous savez gérer des lieux, vous savez leur trouver un point d'attractivité, mais aussi vous savez leur donner une économie propre par rapport aux activités que vous développez. Bon. Il nous flattait, on en était heureux, il n'empêche qu'il nous a amené à créer un lieu qui s'appelait le Comptoir Général, qui s'appelle d'ailleurs toujours le Comptoir Général, sur lequel il nous a dit, et ça c'était en 2008, donc c'était il y a 13 ans, je voudrais que ce lieu ait une thématique qui ne soit absolument pas artistique, mais qui soit culturelle au sens écologique du terme, environnemental du terme, et aussi un thème qui nous a complètement échappé au départ, c'était dénoncer la France-Afrique. Ce lieu était complètement décoré, chose que vous connaissez très bien, vous, dans vos lieux. Pour certains, vous avez des lieux qui sont magnifiques et qui sont, d'un point de vue architectural et aménagement et décor et histoire, des lieux extrêmement attractifs et décorés. Nous, le Comptoir Général, on est arrivé à ce que, au travers de ces thématiques-là qui nous avaient été proposées, ça a été de proposer une autre programmation qui n'avait rien à voir avec tout ce que nous avions fait à l'époque. Le Comptoir Général a été un lieu qui a eu un succès extraordinaire
parce que justement, nous avons commencé à parler d'écologie, nous avons fait des conférences, nous avons fait des ateliers, nous avons fait venir des gens, on faisait de la privatisation, mais qu'à certains moments, et d'ailleurs on avait une charte qui disait aux entreprises qui voulaient venir faire un événement au sein du comptoir général, on leur disait, vous ne pourrez venir que si vous cochez un certain nombre de cases de notre manifeste environnemental écologique, et on a vu carrément parfois des entreprises faire un peu la danse du ventre pour pouvoir venir faire un événement au comptoir général parce que elles n'avaient pas forcément un impact environnemental de bonne qualité, mais pour elles, c'était important en termes d'image de pouvoir faire leur événement chez nous. Je vais très vite. Depuis, nous avons monté la recyclerie à la porte de Clignancourt, qui est un lieu très, très engagé sur les valeurs écologiques, environnementales, et très, très, très fortement aussi sur... Vous connaissez l'acronyme ESS que nous dénonçons. On dit qu'il faut parler aujourd'hui de EESS, en disant qu'il ne peut pas y avoir de solidarité ou de social sans la question, et d'économie sociale sans la question environnementale. Il ne peut pas y avoir d'économie solidaire sans la question environnementale. Donc, on a lancé dans tous nos lieux aujourd'hui une activité qui fait référence à l'économie environnementale, sociale et solidaire. Et donc, nos lieux embrassent des thèmes de mixité, d'égalité, de féminisme, d'écologie. On garde toujours une petite base de programmation artistique et culturelle parce qu'on se dit, voilà, ces lieux sont destinés à être aussi du loisir le week-end, mais on les destine de plus en plus vers le travail, vers l'activité thématisée la semaine. On a eu tellement de demandes de gens qui voulaient savoir comment faire une recyclerie ou une cité fertile que nous en sommes arrivés à un jour se dire, bon, bah, finalement, on va monter une formation. Donc, on a monté une formation qui s'appelle l'école des tiers-lieux, qui accompagne, aujourd'hui, c'est la 27e session, on a accompagné plus de 270 personnes qui, demain, voudront être potentiellement des responsables d'exploitation de tiers-lieux culturels. Donc, il y a cette formation qui a été mise en œuvre. Là, on vient de monter un incubateur. Cet incubateur est censé accompagner, enfin, il n'est pas censé, il accompagne pendant 6 mois des personnes sur toutes les problématiques, qu'elles soient juridiques, comment est-ce que je fais de la programmation, comment est-ce que je rénove, comment est-ce que je m'adresse aux administrations, comment est-ce que... Enfin, voilà, les 1000 questions, comment est-ce que je communique, comment est-ce que... pour créer une activité au sein de mon lieu. Donc cet incubateur fonctionne depuis, enfin ça va être sa 2e session là maintenant. Et finalement, ça nous a amené à beaucoup réfléchir sur l'aménagement du territoire, aujourd'hui qu'il soit en ruralité, en périurbain ou en urbain, comment est-ce qu'on génère sur le territoire des lieux d'attractivité qui vont générer une mixité à la fois sociale, culturelle, professionnelle, de loisirs, en créant du lien à des endroits où les gens n'avaient pas forcément pensé être amenés à se rencontrer. Et c'est en ça qu'on en arrive après à un moment, un mot fourre-tout d'ailleurs, il faut être assez honnête, le mot tiers-lieu, où je vous enjoins vraiment, enfin, vos endroits, d'une façon générale, sont des lieux qui interrogent beaucoup, qui font fantasmer énormément. Et la démonstration de ce que vous nous proposiez tout à l'heure sur cette destination un peu originale que d'aller avoir son bureau au sein d'un manoir aménagé en pépinière d'entreprise, puisque finalement vous êtes un peu pépinière d'entreprise. Alors pas du coworking, justement, je comprends bien la différence, vous avez raison. Et encore que peut-être que si vous faisiez du coworking, ça pourrait fonctionner, mais comme vous le disiez, ça vous prendrait peut-être un peu plus de temps de travail. Mais donc, aujourd'hui, tous ces lieux ont naturellement, sans que les gens qui les possèdent ou qui envisagent d'en faire quelque chose, ont un pouvoir poétique chez toutes les tranches de la population, que ce soit dans le cadre du travail ou que dans le cadre de la vie privée. Et le tiers-lieu est une réponse qui est pratiquement pour moi la réponse idéale. C'est qu'en fait, il n'y a pas un lieu qui n'est pas en lui, suivant
vous savez, un tiers-lieu, c'est un peu comme un bouquet de fleurs. Vous rentrez dans un magasin, vous avez 300 sortes de fleurs différentes. En fonction des fleurs que vous allez prendre, vous allez à chaque fois faire des bouquets complètement différents. Et c'est ce que nous accompagnons à faire pour beaucoup de gens aujourd'hui en France. Et alors, en dehors de nous, il y a aussi énormément de structures qui le font de plus en plus. Il y a Nicolas Barre qui est là avec Make ici, qui travaille vraiment sur l'artisanat, sur les communs. Enfin, je le laisserai d'ailleurs présenter cette activité. Mais que ce soit en ruralité, et souvent on nous dit non mais les tiers-lieux, ça n'existera pas, ça ne peut pas fonctionner au fin fond de la campagne et tout ça. Là, moi je suis sur les plateaux du Vercors, il y a des gens qui montent des tiers-lieux sur les plateaux du Vercors en créant des zones de travail communs. Mais vous verriez le nombre de personnes qui ont envie d'aller dans ces endroits-là, alors que tout le monde pensait que c'était des lieux qui n'avaient plus, qui n'avaient potentiellement pas de destination intéressante, et qui, eux, grâce à cette multi-activité qui viennent se confronter, vont réussir à trouver un point d'équilibre financier, mais aussi et surtout un point d'attractivité qui fait que on a 1000 exemples. Hein. Je vois, là, il y a un tiers-lieu qui vient de se monter dans une ancienne briqueterie à Dieulefit, où ce sont 3 personnes qui ont racheté une vieille usine comment on appelle ça, de porcelaine, là, pas de porcelaine, mais de céramique. Ils en ont fait un lieu multiple où ils ont fait des bureaux d'un côté, mais aussi des magasins, mais aussi des espaces de répétition qui sont pas d'ailleurs, ils n'ont pas fait du Airbnb, ils n'ont pas fait des logis, enfin des gîtes ou autres, parce que c'est vrai, je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, la fibre du gîte, soit on sait très bien le faire, mais des fois, ça peut être un peu une ficelle qui est un peu usée maintenant. Encore que ça dépend, hein, il y a certains châteaux qui peuvent générer une attractivité très très forte. Donc voilà, juste pour finir, voilà, il y a aujourd'hui, sur tous des territoires, quelle que soit la taille de nos communes, des lieux d'exception qui, si on sait faire un beau bouquet de fleurs d'activités au sein de ces lieux, alors, comme vous le disiez d'ailleurs sur votre présentation, c'est hyper intéressant, il faut un peu avoir un sens juridique un tout petit peu, une sorte d'acuité sur la problématique juridique, parce que on fait coexister des activités qui, à un moment, peuvent être un peu différentes. Et là où je reviens, alors une fois, enfin bon, l'aspect juridique, c'est une chose. Là où je reviens à ce que vous disiez, j'aimais bien quand vous disiez sur votre présentation, aujourd'hui, finalement, notre pépinière d'entreprise, on en est heureux. Il faut qu'on fasse attention à ce que demain, ce ne soit pas obsolète sous prétexte qu'il y en aurait d'autres qui en auraient ouvert aujourd'hui, qui en auraient ouvert plus tard. Je vous avoue que nous, ce qui nous rassure dans nos tiers-lieux aujourd'hui, la multi-activité fait que finalement, quand il y a quelque chose, quand il y a une activité qui commence à décroître, ça n'est pas très grave. Il y en a suffisamment d'autres à côté pour pouvoir compenser cette diminution d'activité. Sur une cité fertile qui fait 1 hectare à peu près, alors 1 hectare à Pantin, c'est beaucoup finalement, hein, parce que c'est le 21e arrondissement de Paris, hein, d'une certaine manière. Nous, on a une brasserie, on a un incubateur, on a une pépinière d'entreprise, on a un collectif de menuisiers, on a des espaces événementiels, on a un espace de restauration. Et pareil, et je ne vous mets pas en défaut par rapport à ce que vous disiez précédemment, où vous parliez de nous n'avons pas de salariés, donc nous ne sommes pas exposés à la problématique du salariat. Nous, c'est un peu tout l'inverse. Dans tous nos lieux, en fait, nous créons de très, très grosses masses salariales parce qu'en fait, on a très, très envie de créer de l'emploi. Mais en fait, ça, c'est juste notre marotte à nous. Hein. On viendra de donner de leçons absolument à personne. Voilà, donc ce que j'avais à dire sur ce que fait Signoco. Et pour revenir aussi un peu, la raison aussi qui me faisait vous dire, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Par exemple, nous avons été sélectionnés par la Caisse des dépôts et consignations. Vous savez, elle a lancé il y a quelques temps, là, il y a 2 ans, un appel à manifestation d'intérêt pour ces équipements patrimoniaux qui voulaient se rénover, trouver d'autres nouvelles activités pour pouvoir retrouver un autre souffle économique, financier, d'attractivité.
Et on a été sélectionné pour être une agence consultable dans le cadre d'un certain nombre, c'est un numerus clausus, hein, il y a qu'un certain nombre de dossiers qui ont été, je fais pas de la racole, ce que je veux dire, puisque les dossiers ont déjà été prédéfinis. Et on fait ça avec Atout France. Et si vous voulez, aujourd'hui, je pense que effectivement, il y a de plus en plus d'institutions, que ce soit en région, sur les départements, sur les collectivités, au niveau de l'État, une volonté de trouver vraiment un cœur, un réacteur à des lieux patrimoniaux, de façon à ce qu'ils ne soient pas forcément coûteux en termes de subventions, parce que potentiellement substitués à des activités qui se sont développées à l'intérieur et qui peuvent parfois aussi laisser à leurs propriétaires la totale décision des activités qu'ils vont vouloir accueillir à l'intérieur. Donc on sent qu'il y a, enfin en tout cas de notre côté, on sent qu'il y a vraiment une volonté un peu de tous les acteurs de pousser à la création de multi-activités à l'intérieur de ces lieux particuliers. Donc, nous, on pousse pour la multi-activité. On pense que très souvent, on peut peut-être pousser du revers de la main tout ce qui est travail, artisanat, bureau, en se disant, ben non, je vais surtout faire de l'accueil et de l'hébergement. Nous pensons que l'accueil et l'hébergement peut avoir du sens, mais par exemple, nous, le modèle économique de nos lieux, type recyclerie, cité fertile ou autre, et même des lieux, parce que Thibaut, tout à l'heure, tu disais que nous étions parisiens, mais en fait, on est de plus en plus provinciaux, puisque aujourd'hui, on est à Toulouse, puisque là, on part à Valence, puisque là, on part à Belle-Île-en-Mer. En tout cas, voilà, on est en train de s'évaporer un peu de partout sur le territoire. J'ai bouffé ce que je voulais vous dire en conclusion, donc ça me reviendra très certainement tout à l'heure. Oui, mais voilà, en fait, on pense véritablement que ces modèles ne sont pas spécifiques à l'hyperurbain comme Paris, voire au contraire, en fait. Finalement, ce sont les équipements qui manquent pour réenchanter un certain nombre de nos territoires dans lesquels, parfois, on s'ennuie énormément. Et je pense que vous avez une mission de réenchantement à portée de main qui est extraordinairement excitante. Merci beaucoup Stéphane, c'est passionnant. Un grand merci pour tout ce que vous nous avez expliqué et on va pouvoir avoir un dernier exemple de lieux, un peu de tiers-lieux et principalement basé sur l'artisanat avec Nicolas Barre. Est-ce que Nicolas Barre, vous nous recevez bien? Oui. Superbe. Merci d'être parmi nous en tout cas Nicolas. Et donc vous êtes le cofondateur de Make Ici, qui est un réseau de manufactures collaboratives dédiées à l'artisanat d'art, au design et au numérique. Et si je me trompe pas, donc vous avez connecté le besoin d'espace et le besoin d'accompagnement des artisans et de ces entrepreneurs qui avaient besoin d'espace. Et donc, vous avez créé ce réseau de manufactures. Mais j'en dis pas plus. Vous faites aussi partie de l'incubateur de l'école des tiers-lieux, je crois bien, et du Conseil national des tiers-lieux qui a été monté lorsque l'État s'est emparé de cette thématique. Voilà, donc je vous laisse la parole pour présenter ce que vous faites avec Make Ici. Et puis peut-être compléter cette présentation, cette compréhension des tiers-lieux à travers l'exemple de Make Ici. Oui, merci, bonsoir à tous. En fait, pour ceux qui veulent découvrir un peu ce qu'on fait, je vous ai mis un lien vidéo dans je ne sais plus comment on appelle ça, la conversation. Donc en fait, oui, moi je suis le cofondateur de Make Ici. C'est une structure en fait qui crée des manufactures de production, des tiers-lieux de production. Depuis 2012, j'ai fondé cette structure avec mon épouse. Et en fait, nous, notre activité, en fait, c'est de concevoir et de gérer en fait des filières des services en fait qui permettent à ceux et celles qui veulent vivre d'un savoir-faire de pouvoir le faire.
en leur fournissant tous les services, et à commencer par un lieu en fait qui regroupe à la fois les ateliers et les machines pour pouvoir produire. Donc en fait, nos manufactures font entre 2000 et 4000 mètres carrés. On en a 6 aujourd'hui en France. La première, c'était à Issy-Montreuil. À Montreuil, on est implanté à Marseille, à Nantes, au Puy-en-Velay, à Aix-en-Provence. Et là, on est en train d'en lancer 6 à Tours, à Ouascal, à Paris. Bref. Et donc, nos manufactures, en fait, le modèle économique, il est hybride, donc un peu comme la plupart des tiers-lieux. Hein. Un tiers de nos revenus viennent des abonnements. En fait, donc des artisans, des designers, des TPE de 2 à 10 personnes, en fait, prennent un abonnement pour disposer d'ateliers, de machines, d'un accès 24 heures sur 24, d'un réseau, du café illimité, de chauffage, d'un Wi-Fi haut débit. Après, ils ont le choix entre être dans un atelier collectif ou d'avoir leur atelier privatif. Voilà. Mais ils ont tous à disposition les équipements. Et les équipements qu'on met à disposition, c'est des équipements professionnels pour le travail du bois, du métal, du textile, du cuir, et à la fois des machines électriques, mais toutes les machines numériques qu'on voit débarquer là depuis quelques années, donc les CNC, découpe laser, imprimante 3D. Donc ça, c'est à peu près un tiers de nos revenus. Ils payent entre 200 et 400 euros par individu et par site. Deuxième source de revenus, en fait, elle vient du fait que dans nos lieux, il y a à peu près une soixantaine de savoir-faire différents. Artisanat, design et numérique. Et ce qui fait qu'en fait, des donneurs d'ordre venant du monde de l'innovation, de l'aménagement, nous confient en fait des projets de fabrication et de conception et d'aménagement en se disant, avec à Issy-Montreuil ou à Issy-Nantes ou au niveau national, je peux constituer avec eux, je peux sous-traiter un projet, j'aurai un seul interlocuteur et mec ici va me constituer une équipe de 5, 10, 15, 20 artisans, designers, ingénieurs en fait, qui ont tous les savoir-faire complémentaires pour pouvoir fabriquer. Donc en fait, au niveau fabrication, on a 2 types de projets. Soit des projets de prototypage et de maquettage pour des services innovation de grands groupes. Par exemple, on travaille actuellement avec Airbus, avec SNCF, avec RTE. On a travaillé avec Nike, avec Google. Donc nous, comme on est une structure, on a une SAS de l'ESS, de l'EESS, comme dirait Stéphane, agréé ESUS, et donc on a on est 25 salariés, on a toutes les assurances, et donc on peut facilement être aux normes juridiques des grands groupes en fait pour pouvoir nous sous-traiter en fait ces projets-là. Et après, on constitue une équipe de résidents qu'on rémunère en fait pour pouvoir travailler sur ces projets. Donc on est apporteur d'affaires. Ça, c'est la deuxième source de revenus qui représente à peu près un tiers. La troisième, c'est la formation. En fait, on est organisme de formation depuis toujours, mais depuis 1 an, on s'est organisé, on a même créé une filiale formation avec un tiers de nos effectifs maintenant. Et on a 2 types de formation. En fait, on a des modules de 1 semaine de montée en compétences pour apprendre une technique, apprendre à concevoir un meuble, apprendre l'impression 3D, apprendre à souder, par exemple, apprendre à modéliser, qui sont des modules d'1 semaine et qui sont finançables par le CPF, éligibles au financement du CPF. Et ça, on les a lancés il y a 6 mois et ça prend bien parce qu'on en a à peu près 2 à 3 par semaine sur toute la France et on les remplit assez facilement. Deuxième type de formation, en fait, c'est on travaille avec les régions, les fondations, en fait, pour permettre à des publics en difficulté de se reconvertir dans ces métiers-là. Donc, on invente des modules de formation et d'accompagnement de 2 à 6 mois pour permettre à des demandeurs d'emploi, à des décrocheurs ou à des réfugiés ou à des femmes sans emploi de se lancer dans ces métiers-là. Et on invente, en fonction des besoins et des financeurs, des formules. Donc actuellement, on a à Issy-Montreuil, par exemple, on a autoconception, éco-conception. À Marseille, on a créatif technologiste, en fait, c'est chef de projet en objet connecté.
Donc c'est à peu près le modèle, les sources de revenus sont à peu près les mêmes dans tous nos sites. Nous, notre obsession, c'est de créer en fait une communauté de savoir-faire en fait, qui s'entraide, qui est à la fois locale et nationale. Ça, c'est la base. Après, au niveau de nos communautés, 2 tiers de nos résidents sont des artisans d'art. Le dernier tiers, c'est les métiers de la conception, donc architecte d'intérieur, designer produit, ingénieur, artiste, et tous les pros de la fabrication numérique. Et en fait, on a créé En fait, on n'a rien inventé, hein. C'est des lieux qui existaient plus ou moins à la fin du XXe siècle, au début du XXe siècle à Paris, à l'époque, à la belle époque. Ils étaient fréquentés par les plus grands artistes français et étrangers. Donc c'est juste inspiré de ça en adaptant au XXIe siècle en fait. Et donc il y a un modèle économique qui marche, qui tourne et on arrive à se développer assez bien. Et en fait, on se développe à la fois dans les grandes villes, mais en première, deuxième ou troisième couronne, dans les quartiers en mutation, qui sont réaménagés par les aménageurs publics ou les promoteurs. Et on se développe aussi dans les territoires, parce qu'on va ouvrir en fait une manufacture dans un village du Morvan à la fin de l'année. Voilà. On a un projet dans le Morvan. On a ouvert au Puy-en-Velay aussi, donc une petite ville. Donc en fait, même si on a démarré en grande ville parce qu'on est de Montreuil, en fait, on sait que notre modèle, en l'adaptant un peu et en bénéficiant de l'écosystème national, peut s'adapter peut s'implanter à peu près partout. Donc ça, c'est Mekissi. Et après, effectivement, concernant alors Mekissi, en plus, on est une structure agréée ESUS. Donc pour ceux qui savent, dans l'ESS, il y a plusieurs types de structures. Mais le label ESUS impose un impact sur des publics en difficulté. Et on est ça. On est aussi lauréat de la Fondation Bettencourt-Schuller, qui est un prix prestigieux du monde des métiers d'art. Et tout ça, c'est à peu près voilà ce que je voulais dire sur Mekissi. Ensuite, effectivement, moi, je suis administrateur de l'association France Tiers-Lieux, qui a été créée il y a 2 ans et à l'initiative des acteurs de tiers-lieux et financée par le gouvernement. Et cette association a au moins 2 rôles qui peuvent vous intéresser. En fait, c'est de professionnaliser le monde des tiers-lieux, à la fois pour ceux qui en ont déjà lancé, mais pour ceux qui aimeraient lancer des tiers-lieux. Donc, c'est un point de contact avec une équipe de 5 personnes à temps plein. Et aussi d'être le conseil ou l'expert pour les politiques publiques adressées aux tiers-lieux. Donc, il y a déjà plus ou moins 200 millions d'euros supervisés, pilotés par France Tiers-Lieux sur des programmes pour lancer des tiers-lieux dans les territoires ou ailleurs. Et notamment, il y a un plan qui s'appelle le plan manufacture de proximité, qui est un plan qui est en fait 25 millions d'euros qui sont intégrés dans France Relance et qui vise en fait à financer la création de 50 manufactures, donc des tiers-lieux de production pour artisans dans les territoires. Et c'est moi qui supervise ce plan. Alors le but, c'est pas de lancer des Mekissi du tout. En fait, c'est pas pour financer nos lieux à nous, c'est pour financer des lieux à d'autres. Et donc moi, dans ce cadre-là, je suis bénévole et j'agis pour la cause. Mais donc, du coup, si parmi vous, certains propriétaires ont des projets de création d'espaces, d'ateliers collectifs qui peuvent accueillir des artisans, parce que c'est ça le principe comme une manufacture, c'est un tiers-lieu, donc c'est des espaces collectifs avec des services collectifs pour des entrepreneurs, artisans, designers qui ont besoin d'outils de production. Eh ben, vous pourrez me contacter parce que justement, on est à la recherche on est en train de lister tous les projets qu'on connaît sur le territoire qui pourraient s'inscrire et bénéficier des financements. Sachant que les financements peuvent aller jusqu'à 500 000 euros, dont 300 000 pour les aménagements, 150 000 pour les machines et 50 000 pour l'ingénierie de projet. Donc, c'est assez conséquent. Voilà ce que je pouvais vous dire, moi, sur Mekissi et sur France Tiers-Lieux. Merci beaucoup, Nicolas.
C'est également très intéressant, effectivement, avec le rôle que joue l'association France Tiers-Lieux pour développer les tiers-lieux, accompagner ce mouvement au niveau national. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser, tous ceux qui écoutaient cette conférence. Thibaut, tu posais une question sur les ordres de grandeur d'espace, les délais d'implantation et la quantité d'artisans nécessaires, donc je pense qu'il s'adresse à Nicolas. Il n'y a pas de… En fait, le budget moyen est de 500 000 euros et après, il sera adapté en fonction des surfaces et des besoins. Mais voilà, comment dire. Moi, j'imagine qu'il faut au moins une vingtaine, que c'est destiné à une vingtaine d'artisans, quoi. Au minimum, parce que du coup, il faut que l'argent venant de l'État ait un impact sur un territoire. Donc, il ne faut pas que ça finance l'atelier de la personne qui gère le château, par exemple. Il faut vraiment que… Dans ce cas-là, dans le sens inverse, alors, citez-nous un exemple que vous avez accompagné et qui est, on va dire, typique d'une installation de chez vous, que nous, on arrive à se mettre en tête en fonction de nos propres lieux. Comment ça peut corréler? Où est-ce que je veux dire? Alors, on n'en a pas encore accompagné parce qu'on est en train de lister, de choisir, de lister les comment dire. Non, alors je reprends. En fait, là, on est en train de finir le cahier des charges pour qu'il soit validé par les services de Bercy. Et alors après, ce que je peux vous donner, moi, que les exemples qu'on a repérés, ils font en moyenne entre 200 et 500 mètres carrés. Voilà, ils sont entre 200 et 500 mètres carrés. Ils sont dans des petites villes. Ils sont à destination principale. Alors, il y en a qui sont à destination vraiment d'artisans d'art. Il y en a d'autres où c'est plus, comment dire, où ce sont des Fab Labs qui existent déjà sur le territoire et qui décident d'accueillir des artisans, donc de s'agrandir. Donc, on peut aussi financer des projets qui existent déjà et qui décident de s'agrandir. Et il y a un troisième projet, mais qui est un peu décalé, mais c'est parce qu'il y a une pression du ministère du numérique là-dessus, mais qui serait pour créer des micro-usines. En fait, des micro-usines de 300-400 mètres carrés qui permettraient à certains de fabriquer des petites séries, ce que ne permettent pas les ateliers collectifs où il y a des artisans, parce qu'on est plutôt sur le sur-mesure ou la pièce unique. Merci. Est-ce que certains avaient des questions suite à ces trois interventions assez différentes sur voilà, les tiers-lieux, l'expérience du bois brillant, Sinioko voilà. J'ai peut-être une question pour Nicolas Barre que je ne comprends pas en termes de fonctionnement. Si on a des machines qui sont à disposition des artisans, à 8 h le lundi matin, tout le monde veut le tour. Ça finit en pugilat, ou alors forcément inversement, on prend son ticket comme à la boucherie, ou alors il y a un grand planning, enfin je ne sais pas, c'est bassement terre à terre, pardon, mais je suis vraiment néophyte, on vous écoute avec beaucoup d'attention. Il y a de l'ambiance dans l'atelier? Alors moi, j'imagine, avant d'ouvrir, on imaginait pareil, hein, et en fait, ça n'arrive jamais, ça. Parce que, alors, il y a deux choses, c'est que au final, c'est une grosse colocation, et entre eux, ils s'organisent. Donc, en fait, si un jour un artisan monopolise une machine pendant 6 heures de suite, par exemple, sans prévenir les autres, il se fait en général il se fait engueuler, hein, voire plus. Donc, du coup, il le fait pas. Mais du coup, nous, pour améliorer, pour que ça n'arrive pas, en fait, on a une appli, en fait. Hein, une appli, en fait, il y a certaines machines qui peuvent être réservées avec des plannings de 2 heures, pas plus, pour que ça puisse tourner. Et en fait, tout le monde s'organise. Hein. Après, ça marche comme un club de sport, on va dire, de fitness. Il y a des heures de pointe et il y a des heures où tout le monde sont là et ils veulent les machines et des heures où il n'y a pas grand monde. Mais au final, dans nos manufactures, hein, il n'y a qu'une centaine de résidents. Alors, une centaine, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, au même moment, ils sont rarement plus de 30 à 40. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont soit sur des chantiers, soit à des rendez-vous. Donc, en fait, c'est très rare qu'il y ait
qu'il y ait des problèmes d'utilisation de machines. Après, pour aller plus loin, les 3 machines qui sont les plus utilisées, c'est la découpe laser. En arrivant, il y a très peu d'artisans qui savent l'utiliser, mais on les forme tous. En fait, dans nos abonnements, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on les forme à l'utilisation des machines, en fait, à l'initiation, pour qu'ils savent utiliser toutes les machines. Donc, la découpe laser, la grande scie sur table, qui est une scie de menuisier, en fait. Et 3, c'est ce qu'on appelle une CNC, en fait, c'est une espèce de mèche numérique, en fait, qui permet de faire des trous ou de défoncer des panneaux de bois. C'est les 3 machines qui sont les plus utilisées. Donc, dans tous nos sites, il faut que, de toute façon, ils doivent les réserver en amont. Voilà. Et après, quand il y a vraiment trop quand il y a vraiment charrette sur plusieurs, nos sites sont accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. En fait, il y a un digicode, badge, vidéosurveillance. Donc, ça se passe bien. Et vous avez des maintenances sur les machines qui sont drastiques. C'est compliqué. Quand il y a une machine qui tombe en panne, parce que ça arrive évidemment tous les matins, vous avez quelqu'un de chez vous qui court avec la caisse à outils? Alors, dans le staff, il y a quelqu'un qui maîtrise, mais il maîtrise jamais tout. Donc, du coup, nous, on a des contrats de maintenance avec des prestataires spécialisés. Donc, il y a une révision tous les ans. Et après, il y a qui est la grosse révision maintenance annuelle. Et après, il y a des maintenances préventives. Ça marche bien sur tout ce qui est machine pour le bois, le métal et autres. Sur les outils numériques, c'est une vraie galère parce qu'en fait, il y a peu de grosses boîtes dans ce domaine et qui sont qui ont des équipes pour gérer ça. Donc, par exemple, là, j'ai appris il y a 2 heures qu'à ici Montreuil, il y a une de nos découpes laser qui est en panne et on ne sait pas combien de temps va mettre le prestataire pour pouvoir venir la réparer. Donc, bon, et du coup, on en a 2 quand même de découpe laser, donc il y en a une autre qui marche. Donc, on a appris avec le temps à doubler certains équipements. Mais effectivement, le sujet de la maintenance, c'est une galère. C'est une galère. Ouais. On connaît un peu ça aussi. J'ai envie de dire, c'est une galère pour tout le monde, dans tous les cas, que tu sois propriétaire de ta propre machine ou que tu la partages. C'est vrai que le collectif doit aussi être rond et comment dire, accepte ce genre de désagrément, quoi. Ouais, après, affectio societatis a priori. Ouais, après, ils prennent soin. En fait, on a peu de casses intentionnelles ou par mauvaise utilisation parce que c'est quand même leur outil de travail. Donc, ils savent que s'il n'est pas utilisé, s'il est cassé, ils pourront pas produire et ils vont mettre dans la merde tous leurs potes autour. Donc, il y a quand même une autogestion. Ils font gaffe les uns avec les autres. Quand quelqu'un utilise une machine et qui ne sait pas l'utiliser, il y a toujours un résident qui lui dit non, toi, tu l'utilises pas ou qui va prévenir le staff. Donc, même si quelquequefois, on passe au travers, on a depuis 9 ans qu'on a ouvert le premier, on n'a pas eu trop de problèmes. Puis après, ça dépend aussi de la qualité des machines. Au début, on achetait des machines pas chères parce qu'on avait peu de moyens. Maintenant, on prend des machines de marque robustes, un maximum fabriquées en France ou en Europe. Et là, on a moins de problèmes que fabriquées en Chine ou en Tchécoslovaquie ou je ne sais pas où. La Tchécoslovaquie n'existe plus, Nico. Oui, je sais. Non, mais en le disant, je me suis dit, je vais sortir une connerie parce que, au fait, comme ils font la une, la République tchèque et la Tchéquie, là, comme je crois qu'ils ont le plus gros taux d'incidence dans le monde. Mais bon, bref, c'est pour ça que ce pays m'est venu comme ça. Moi, j'aurais bien aimé savoir un peu plus de choses concernant l'école des tiers-lieux et l'incubateur des tiers-lieux. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors oui, je peux. L'école des tiers-lieux, c'est une formation qui est prise en charge par les OPCA et autres organismes d'accompagnement de formation. C'est 40 heures. Sur ces 40 heures, vous avez à peu près 8, enfin non, vous n'avez pas à peu près, vous avez 8 modules. Ce sont des modules de 4 heures chacun. On va parler réglementation générale, administration, management, programmation, privatisation, communication,
Voilà, je pense que j'en oublie un en cours de route, mais c'est à peu près les 8 modules qui sont présentés. Avec ces modules, il y a un gros travail de mise à disposition des outils que nous utilisons nous-mêmes dans nos lieux, parce qu'on pense que ce qui est surtout important, ce n'est pas de parler d'outils que l'on n'utilise pas, mais bien de donner nos propres outils qui sont ceux dont nous nous servons tous les jours. Alors, en 40 heures, vous imaginez bien que malgré tout, d'un seul coup, voilà, ça y est, vous n'allez pas devenir le grand exploitant de tiers-lieux avec aucune zone d'ombre ni de trou dans la raquette. Il n'empêche que c'est vraiment un focus sur ce qui nous semble être les 8 domaines dans lesquels, si vous êtes bon, et alors je parle bien de tiers-lieux culturels, qui s'appuie aussi sur un modèle CHR. Vous connaissez le CHR, l'acronyme Café, Hôtel, Restaurant. Et donc, voilà, on parle à peu près de tous ces sujets-là, puisque nous, ce qui nous permet, vous savez, dans nos lieux, on ne sait pas s'ils sont autant fréquentés, comment dirais-je, on a une forte activité de boisson-restauration qui génère des gros chiffres d'affaires. Et en plus, on a énormément de monde qui viennent. 97% pardon, de nos programmations sont gratuites, mises à titre gratuit pour les gens. Et c'est le secret de la réussite de notre système d'ailleurs, hein, c'est que l'ensemble de nos programmations sont gratuites, donc les gens ils viennent sans frein. Et donc, c'est plutôt notre activité de boisson-restauration qui permet de payer toute l'activité de programmation. Donc, c'est ce que l'on met à disposition pendant toute la période de formation, c'est expliquer comment on va booster les fréquentations de nos lieux par l'intermédiaire de ces programmations gratuites et qui, elles, ont une retombée directe sur le modèle économique qu'est la boisson-restauration. Donc voilà, c'est 40 heures, il faut s'inscrire. Il y a à peu près une dizaine de personnes par session. Il y en a une il y en a une tous les mois. Et après, l'incubateur, c'est autre chose. Nous ne sélectionnons quasiment, de préférence et le plus possible, que des structures ou des personnes qui sont déjà détentrices d'un lieu. Que ce soit sous la forme d'un titre de propriété, d'une promesse de bail, et nos cibles sont aussi bien les collectivités, qui sont souvent propriétaires mais ne savent pas forcément quoi faire de leurs équipements, des structures qui sont amenées à gérer des lieux, mais qui doivent partir complètement, construire leur statut juridique, construire leur modèle économique, identifier toutes les activités qui sont à portée de main en fonction de leur territoire. Et là, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'à chaque fois, on se retrouve avec des personnes qui ont le sentiment que finalement s'offre à elles assez peu d'activités. Et une fois qu'elles ont fait l'incubation, elles se rendent compte qu'elles ont l'embarras du choix sur les activités à proposer au sein de leur futur tiers-lieu. Et le propos, c'est assez schématique, parce qu'en réalité, ça prend un peu plus de temps que ça. Mais en fait, si vous voulez, dans notre esprit, c'est de dire, vous rentrez, vous avez un lieu, vous avez l'hypothèse d'un projet, mais sur lequel vous sentez que vous avez vraiment des faiblesses pour constituer définitivement la structure de contenu, la structure juridique, la structure financière, le modèle économique. Au 6e mois, vous allez mettre la clé dans votre porte de lieu, vous allez l'ouvrir. Ça y est, il est prêt à accueillir les gens et les activités que vous avez identifiées durant la période d'incubation. Voilà. Merci. Vous avez un exemple où justement vous collaborez? Je ne sais pas, vous me parliez à moi? Justement à vous deux, en fait. Ah, et vous disiez sur quoi? un site, vous avez à la fois une structure d'accueil comme le vôtre avec un pôle restauration et en même temps une entité MEC ici, ou pour l'instant ça s'est jamais fait? Ah bah bientôt. Bientôt. On est presque bientôt consanguins, c'est-à-dire. Non, je rigole, je dis, je veux pas faire rougir Nicolas. Non, mais en fait, le modèle de MEC ici est un modèle extrêmement vertueux et puis en plus qui fait référence
aujourd'hui à des métiers d'artisanat qui reviennent vraiment en avant sur les métiers. Et nous, de notre côté, on est très au départ vraiment sur la notion un peu plus de loisir, de prise de conscience et ainsi de suite. Et en fait, on se rend compte qu'en superposant ces deux activités, enfin ces deux types de destination, d'utilisation des lieux, eh bien finalement, nous, on a intérêt de faire rentrer vraiment du travail. Et en termes de programmation, d'ailleurs, nous, aujourd'hui, de plus en plus, ce qu'on explique, c'est que la programmation d'un lieu, il y a à la fois sa programmation pérenne, c'est-à-dire que si vous vous dites que dans votre lieu, vous allez aménager X centaines de mètres carrés pour pouvoir accueillir une pépinière d'artisans, c'est une programmation parce que ça va définir une partie de votre activité. Vous allez en mettre d'autres à côté. Mais le mariage aujourd'hui du CHR, du loisir et du travail, voire moi j'ai de plus en plus envie d'intégrer des services médicaux et des services administratifs qui sont dédiés, enfin dévoués à l'État ou aux collectivités initialement, et de dire nous dans nos lieux on peut les accueillir aujourd'hui, ils sont un peu en difficulté de répondre aux coûts financiers de ces services administratifs qui, quand il n'y a pas assez de population sur certains territoires, sont amenés à partir, disparaître, s'éloigner. Ben nous, en fait, on est en train de dire non, 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 ne bougez pas, on va prendre ces activités et on va les intégrer dans nos lieux et ça va créer des flux supplémentaires de population. Donc là, aujourd'hui, on accueille le TGI de Bobigny qui vient faire ses permanences à la Cité Fertile. De vous à moi, ils n'ont pas besoin de nous. Hein. Ils ont à Bobigny de grandes surfaces pour accueillir des gens. Sauf que eux veulent le faire dans nos lieux parce que quelque part, ça leur permet vraiment de se positionner complètement différemment par rapport aux populations qu'ils ont pour obligation d'accueillir suivant les missions qui leur sont dédiées. Et donc, ces lieux, voilà, plus on agrège d'activités, plus on en fait des lieux qui sont prisés. Et je pense que Nicolas, aujourd'hui, peut-être que toi, tu es presque un peu plus amené à intégrer des activités comme les nôtres dans les tiens aussi, finalement. Oui, en fait, on travaille sur des projets ensemble qui ne sont pas encore sortis et on cherche à en avoir. Voilà. Donc, on est sur un beau projet, là. On espère que ça va le faire. Parce qu'en fait, on va dire que ce soit les sites de Signoco ou les nôtres, s'ils sont tout seuls au milieu de projets urbains qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on fait ou qui sont complètement déconnectés, on va se retrouver complètement isolé. Donc, ça peut être catastrophique pour la suite. Donc, en fait, si on peut créer des quartiers ou des villages ensemble, c'est un peu notre rêve, quoi, on va dire ça comme ça. On espère pouvoir s'y associer à notre mesure et que ça puisse en tout cas inspirer des idées à nos monuments qui sont quand même appelés, qui sont déjà des lieux qui mixent beaucoup d'activités, donc qui se rapprochent finalement pas mal de ces concepts, mais qui peuvent peut-être encore plus les pousser à l'avenir en lien avec tout ce que vous avez dit. Mais vous avez des lieux pour beaucoup qui sont des pépites pour l'avenir, hein, j'en suis persuadé. Oui, et puis je parle pour moi, mais je pense que Stéphane, ce qui nous fait rêver au début, c'est le lieu. Hein. C'est pas les rez-de-chaussée d'un immeuble neuf en construction. Hein. Voilà. Pourtant, on est souvent sollicité. Là, les promoteurs, c'est 90% des promoteurs nous proposent ça. Hein. Mais donc, il y a le lieu, l'endroit, et on sait que voilà, si le lieu est, a une âme ou a de l'impact, on va dire ça comme ça, on sait qu'avec les bons services adaptés au territoire, la communication et autres, ça marchera. C'est comme moi qui suis un peu gastronome, c'est quand avant la plupart des restos 3 étoiles étaient dans des villages paumés, ça marchait très très bien. Hein. Donc les tiers-lieux peuvent se déployer dans les territoires sans problème, dans les châteaux aussi. Ça peut très bien marcher.
Merci beaucoup, c'est très intéressant et on va continuer à travailler sur cette thématique. Je pense que vous pouvez tous rester en lien les uns avec les autres et puis poser vos questions, aller voir l'incubateur, l'école des tiers-lieux, Make ici et puis le Bois Brillant aussi. C'est vraiment très intéressant et nous de notre côté, suite à toutes ces discussions, à nos études de l'année dernière sur les tiers-lieux, on essaye d'établir un peu une méthode tiers-lieu, un peu une sorte de concentré pour voir comment développer un tiers-lieu dans un monument historique aussi. Voilà, donc ça sera bientôt à disposition sur l'espace adhérent de la demeure historique, sachez-le. Et puis Julien, donc aussi tu vas travailler avec l'incubateur, je crois, donc ça va être passionnant. Voilà. On sera ravis que tu nous partages ton expérience aussi de ton côté. Super, merci. Écoutez, on va. Sachant que l'incubateur, on a fait exprès de faire en sorte que les incubés viennent tous les lundis et mardis. Enfin, c'est 140 heures j'allais dire de cours, je ne sais pas comment dire autrement, mais enfin en tout cas voilà, il y a des intervenants pour 140 heures quand même, plus vous avez une cinquantaine, une soixantaine d'heures qui sont un peu dédiées à la carte en fonction de vos besoins. Et pendant les 6 mois, le programme, c'est que tous les lundis, mardis, vous êtes sur site ensemble avec le collectif, avec les 10 ou 12 incubés ensemble, de façon à ce que le mercredi, jeudi, vendredi et tout le reste du week-end, vous soyez sur vos lieux. L'idée étant véritablement on l'a étiré de façon à ce que ça corresponde à la fois à un temps de maturation, à un temps long, à un temps de mise en œuvre, parce que tout ce dont on vient de parler, c'est magnifique, mais les personnes qui présentaient leur aventure à Nantes savent très bien que, et comme vous tous aussi d'ailleurs, tout ça prend énormément de temps, ça se met en œuvre au bout de 6 mois, 1 an et demi. Et ce que j'aime beaucoup d'ailleurs dans nos nouvelles expériences, c'est l'agilité que nous avons, et c'est pour ça que j'aimais bien votre intervention quand vous disiez bon bah là pour l'instant on fait ça et ça fonctionne, ça deviendra peut-être obsolète, il faudra réfléchir à autre chose. C'est tout l'intérêt de ces lieux-là, c'est d'être capable de revisiter un peu leur catalogue en permanence de façon à répondre à une attente un peu enfin plus conjoncturelle en tout cas